Donc bonjour à tous. Nous allons donc avoir notre séance de groupe de lecture au sujet des Graph Neural Network présenté par Mansour Sow, Data Engineer et membre du board de Galsen AI. Mansour est aussi alumni de AMI, donc du programme African Master of Machine Intelligence, et aussi alumni de l'UNCHK, donc l'Université numérique chez Hamidou Kane. Merci Mansour de nous présenter ce papier aujourd'hui. La parole est maintenant à toi. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette séance de groupe de lecture. Et merci à Ismaïla pour cette présentation de ma personne. Alors oui, comme Ismaël le disait, on est à notre troisième session, je pense, de cette année de 2024 de notre groupe de lecture. Et aujourd'hui, nous allons un peu parler d'un papier qui a été récemment publié, tout récemment d'ailleurs, parce que c'est publié en février 2024. Ce papier-là, il parle généralement du domaine des graphes, c'est-à-dire l'application des graphes dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais plus particulièrement comment ce domaine-là il est utilisé dans l'entreprise LinkedIn. Je pense qu'ici, toutes les personnes qui sont ici connaissent c'est quoi LinkedIn. Donc, LinkedIn, on va dire, c'est une entreprise c'est un réseau social, on va dire, en quelque sorte, qui connecte des professionnels dans différents secteurs. Donc, ici, ils ont écrit ce papier-là pour un peu montrer ce qui s'est passé under the hood, c'est-à-dire ce qui s'est passé derrière toutes nos interactions qu'on a sur cette plateforme-là, et donc comment ils utilisent des données de type graph pour améliorer, on va dire, l'expérience utilisateur, mais aussi améliorer les services qu'ils proposent à travers cette plateforme-là. Donc, le titre du papier, donc, je pense, parle de lui-même. Il est nommé Graph Neural Networks at LinkedIn. Donc, il a été écrit par plusieurs personnes. Donc, c'est une collaboration de plusieurs personnes qui ont travaillé sur ce sujet-là, qui est un sujet qui est assez répandu. C'est vrai que actuellement, le monde de l'IA est un peu dirigé par les modèles génératifs, ou bien les GPT. Quand je parle des GPT, je fais allusion au chat GPT, au Lama et autres modèles génératifs de langue. Mais aussi, à côté de ça, il y a un autre domaine qui ne bénéficie pas de la même publicité, mais qui est tout aussi important et aussi tout aussi passionnant, qui est le domaine des graphes appliqués donc, à l'intelligence artificielle, qui est communément appelé graph machine learning. Et donc, dans ce graph machine learning-là, il y a un domaine qui traite de l'architecture qui est spécifiquement réservé aux graphes, qui est les graph neural networks. Donc, dans ce papier, généralement, il est question de donc, comment les graph neural networks sont utilisés à LinkedIn, donc cette plateforme-là, comme je le disais. Et il met l'accent sur, on va dire, 3 à 4 points qui sont très importants dans le domaine des graphes. OK. Donc, comme vous le voyez ici dans l'abstract, il fait un peu l'introduction du papier et explique que dans ce papier-là, ils expliquent comment ils ont déployé donc cette architecture de graph neural networks dans, donc dans le réseau de LinkedIn. Il faut savoir que LinkedIn, derrière les interactions que nous avons ou bien derrière les offres d'emploi que nous avons, c'est un graphe qui est derrière, qui manage un peu tout ça. Donc, toutes les données que nous consommons ou bien que nous produisons nous-mêmes à travers nos posts ou bien nos réactions ou bien nos échanges avec certaines personnes, eh bien, tout ça est modélisé sous forme de graphe. Donc, tout ce qui tourne autour de LinkedIn
c'est un graphe qui est derrière ces interactions-là et donc ces recommandations que nous recevons tout le temps, ces notifications que nous recevons tout le temps. Donc, c'est un peu matérialisé, on va dire, par ce graphe-là. Je ne sais pas si vous le voyez ou bien si je peux zoomer. Je vous partage peut-être l'image de ce graphe. Attendez un instant. Donc, j'ai un peu partagé avec vous l'image du graphe en taille beaucoup plus grande qui ici représente, donc, comme je le disais, les interactions que nous avons sur la plateforme LinkedIn. Donc, le graphe, il est composé de différents nœuds, puisque c'est un graphe qui est hétérogène, donc il fait partie des graphes qui sont hétérogènes. Je vais revenir sur ce concept-là un peu plus tard pour vous expliquer ce que c'est que le concept de graphe hétérogène. Mais ici, ce qu'il y a à retenir pour le moment, c'est que LinkedIn est organisé sous forme de graphe. Donc, que ce soit les interactions, les personnes, les relations que nous avons avec différentes personnes, ou bien les relations que nous avons avec différents postes, ou bien avec différentes spécialisations, tout ça est modélisé sous forme de graphe. Donc, et ce qu'ils disent ici, c'est que ils ont utilisé un certain nombre de techniques basées donc sur des techniques de GNN, de Graph Neural Networks, pour comme en quelque sorte améliorer, donc, comme je le disais, l'expérience utilisateur. Mais cette amélioration-là, il faut la comment dire, quantifier sur 4 voire 5 points différents. Donc, ce papier-là se concentre généralement sur l'entraînement, c'est-à-dire quelles sont les stratégies qu'ils ont employées pour entraîner donc ces réseaux de neurones-là qui se basent sur le graphe de LinkedIn, c'est-à-dire quelles sont les techniques qui ont été utilisées, que ce soit les techniques de sampling, comment elles ont réparti les données, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'entraînement avec les graphes, c'est un peu différent des entraînements que nous avons avec les modèles de machine learning traditionnels comme les RNN ou bien les modèles comme les CNN et autres. Parce que les graphes, c'est une structure qui est assez spécifique, qui est un peu différente des données séquentielles que nous avons sous format tabulaire. Voilà, donc le deuxième point, c'est comment, donc, avec ce graphe-là, vous voyez bien que ce graphe avec les différentes couleurs-là, comme je l'ai dit, c'est un graphe qui est hétérogène. Et donc, c'est en quelque sorte l'intégration ou bien la représentation de chaque nœud diffère parce que comme les couleurs différencient les différents nœuds, eh bien, l'espace vectoriel en quelque sorte, ou bien on va dire la représentation de chaque nœud diffère en fonction d'un autre nœud, parce que ce n'est pas des nœuds qui signifient la même chose. Ça aurait été des nœuds qui ont la même signification, ou bien qui ont la même représentation, ça n'allait pas poser de problème. Sauf qu'ici, on a un graphe qui est hétérogène, et donc on a des nœuds qui sont de différents types, et donc différents types, ça implique qu'ils n'ont pas la même représentation, on va dire. Et donc, dans ce papier-là, ils présentent aussi comment est-ce qu'ils ont réussi, en quelque sorte, ou bien comment est-ce qu'ils ont utilisé des techniques de GNN pour pouvoir représenter, en quelque sorte, unifier tous ces nœuds-là, même bien qu'ils soient de types différents dans un même espace, pour permettre un meilleur apprentissage de l'algorithme. Le troisième point qu'ils ont souligné, parce que je pense que c'est ce que j'ai surligné ici. Donc, cette phrase-là résume en quelque sorte tout ce qui a été fait comme technique dans ce papier-là. Le troisième point, c'est, comme je le disais, augmenter l'expérience d'utilisateur pour des membres qui ne sont pas vraiment très actifs dans le réseau LinkedIn. Ce n'est pas tout le monde qui est actif sur le réseau LinkedIn. Et donc, ici, ils ont utilisé donc ce graphe-là et ces techniques de GNL-là pour améliorer l'expérience d'utilisateur ou bien améliorer la recommandation par rapport à ce type de membres-là. C'est vrai que quelqu'un qui a tout le temps l'habitude d'utiliser LinkedIn et son interaction avec le réseau est un peu différente de quelqu'un qui se connecte pas de temps en temps, mais qui se connecte rarement dans le réseau. Et donc, en fonction de la typologie de l'utilisateur, la recommandation peut varier. Donc, ils ont aussi
appliquer des techniques de GNN pour essayer d'améliorer cela. Et le dernier point, c'est surtout l'adaptation à la dynamique du réseau, parce que le réseau LinkedIn, comme je l'ai dit, c'est un réseau qui est interactif. C'est pas un réseau qui est fixe. C'est quelque chose qui est interactif, qui change du jour au jour, et c'est un peu différent. C'est un peu difficile pour un réseau à base de graphes de pouvoir s'adapter si on ne met pas les bons algorithmes, ou bien on ne fait pas les bonnes techniques d'échantillonnage des graphes. Donc, c'est pour répondre à ces différentes problématiques-là qu'ils ont, donc, on va dire, mis en place certaines techniques. Et donc, ce sont ces techniques-là qu'ils ont voulu exposer avec nous ici, à travers ce papier-là. Donc, comme vous le voyez ici, c'est l'introduction du papier, c'est-à-dire d'abord expliquer ce que c'est que LinkedIn. Comme je le disais, LinkedIn, c'est, je pense, le plus large réseau professionnel qui existe au monde. Presque toutes les personnes qui sont actives dans la vie professionnelle, ils sont représentés. Et, excusez-moi. Okay. Il y a quelque chose qui... C'est l'enregistrement qui s'est arrêté ou bien... Non, ça va. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui a lancé un enregistrement, mais bon, c'est pas très grave. Ah, ok. Ok, donc comme je le disais ici dans l'introduction, ils ont un peu fait un petit descriptif du réseau LinkedIn. Donc, ils disent ici en quelque sorte que le réseau LinkedIn est représenté dans 200 pays du monde. Donc, c'est le réseau le plus vaste en termes d'interaction professionnelle, et ils font ici un peu l'historique du réseau et des différents attributs donc, de LinkedIn qui est en quelque sorte, comme je le disais ici, le graphe là, c'est juste une schématisation de LinkedIn, du réseau, parce que comme je l'ai dit au début, LinkedIn, le réseau, ce qui est derrière donc, ces interactions-là, c'est un graphe hétérogène. Et donc, ce graphe hétérogène-là, il est composé de dizaines de nœuds de différents types et de dizaines d'arêtes de différents types aussi. Donc, c'est ce qu'ils ont essayé de montrer ici un peu avec. Donc, ils ont listé ici les différents composants de LinkedIn, hundreds of millions LinkedIn members, tout ça, c'est juste pour parler des utilisateurs de LinkedIn au jour le jour, mais aussi de façon globale. Et donc, ici, ils expliquent un peu les différents points que je vous citais tout à l'heure, c'est-à-dire quelles sont les motivations qui leur ont poussé à rédiger ce papier-là. Et on voit ici les 4 points, c'est 5 points normalement parce qu'il y a le cinquième, les autres points qui sont là. Mais les plus importants, ce sont ces points qui sont énumérés ici, c'est-à-dire quelles sont les stratégies qu'ils ont utilisées. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, les architectures traditionnelles comme les réseaux de neurones profonds ou bien les RNN ne sont pas bien adaptés pour prendre en charge des données de type graphe, parce que les données de type graphe ont une structure qui est un peu différente des données tabulaires. D'accord? Donc, le deuxième point, c'est comment faire de sorte que on puisse représenter ces différents nœuds de différents types-là dans le même espace vectoriel. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle généralement la notion de graph embedding. Parce que ici, chaque nœud qui a la même couleur a un espace de embedding, c'est-à-dire un espace de représentation. Donc, on imagine bien qu'un nœud de couleur bleue, il a un espace qui est différent d'un nœud de couleur jaune. Et donc, ici, leur défi, c'est vraiment comment ils ont réussi à unifier tous ces nœuds-là, bien qu'étant de différents types, dans un même espace de représentation. Donc, le troisième point, c'est le point tout à l'heure dont je parlais, c'est-à-dire les utilisateurs qui ne sont pas vraiment actifs dans le réseau. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour leur proposer un contenu qui leur est adapté, sachant qu'on génère une recommandation en fonction des données ou bien de l'interaction qu'on a dans un site. Si on prend une personne qui n'est pas très active dans LinkedIn,
c'est un peu difficile de lui générer une recommandation qui est assez précise parce qu'elle n'a pas généré assez de données pour pouvoir faire cette recommandation-là. Mais eux, ils ont réussi, grâce aux techniques de DNN, à vraiment proposer des contenus, des recommandations qui sont assez satisfaisantes pour ces personnes-là. Ensuite, il continue ici à lister les différents points. Donc, ces différents points-là constituent la contribution que le papier a eu dans l'univers, dans le monde des GNN. Donc, c'est ce que je viens de citer ici, ces différents points-là. Donc, ici, si on voit la deuxième partie, c'est un peu faire l'historique de ce qui a été fait. Parce que dans un papier scientifique, il y a toujours un état de l'art. Avant de proposer quoi que ce soit, on trouve d'abord quelque chose qui est déjà présent. D'accord? On essaie donc de voir ce qui a été fait et quelles sont les limites de ces différentes méthodes-là. Et c'est ce qui a été résumé dans cette partie-là qui est le related work. Donc, généralement, dans chaque papier scientifique, il y a une partie qui est dédiée au related work pour présenter dans le domaine sur lequel on écrit le papier, qu'est-ce qui a été fait jusque-là. Donc, ici, on voit que donc, il y a des associatifs de GNN qui ont déjà été utilisés pour résoudre ce type de problème-là, même si ce n'est pas, on va dire, la même application et la même portée que ce qu'a réalisé le papier que nous sommes en train d'exploiter là. Mais il faut quand même le souligner parce que c'est important et c'est parce que c'est aussi l'état de l'art. Donc, comme quoi, on voit ici aussi qu'il y a des algorithmes qui ont été utilisés ici, c'est-à-dire des GNN en utilisant le sampling, en utilisant le neighbor sampling, des GNN en utilisant le personalized PageRank. Ce sont tous des algorithmes qui sont déjà sur le tas qui sont utilisés. Donc, c'est un peu ce que résume cette partie-là, qui est le related work. Et ici, nous avons donc la partie proprement parlée du papier. Ici, on va dire en quelque sorte, cette partie-là, cette partie 3-là, qui est le GNN Modeling and Training, c'est un peu le cœur du papier parce que tout ce qui a été utilisé comme technique ou bien comme méthode, comme modélisation dans la mise en place de cette architecture que nous sommes en train d'exploiter ici a été résumé ou bien en quelque sorte a été expliqué dans cette partie-là. Donc, cette partie 3-là, qui est le GNN Modeling. Première chose d'abord, c'est la construction du graphe. Comment est-ce qu'ils ont construit en quelque sorte le graphe de LinkedIn. Comme je le disais tout à l'heure, le graphe, c'est un graphe hétérogène. Donc, c'est ce qu'il dit ici, the graph used for the LinkedIn GNN models is an heterogeneous graph. Donc, un graphe hétérogène, c'est un graphe dont les nœuds ne sont pas du même type. D'accord? Ici, si je reviens dans cette figure-là, nous avons un graphe. Donc, les ronds qu'on voit ici, ce sont les nœuds. Et ici, il y a les arêtes. Sauf que les nœuds ne sont pas du même type. Par exemple, si je zoome un peu et que je vois, on note ici, par exemple, ce nœud-là comme étant ce nœud qui représente les différents membres, c'est-à-dire les utilisateurs. Les nœuds en vert là, c'est le nœud des notifications. Les nœuds en jaune là, ce sont les nœuds des posts, c'est-à-dire quand je fais un post. Donc, le nœud en vert ici, un peu foncé, c'est le nœud des entreprises qui représentent, donc tous les nœuds qui sont en vert, ce sont des nœuds qui représentent les entreprises dans LinkedIn. Ici, ce sont les groupes et les nœuds en gris là, ce sont les autres nœuds. Alors, les autres nœuds, ça peut être des titres, ça peut être des compétences, ça peut être une position ou bien un poste vacant, on va dire. Donc, vous voyez que ici, les interactions, une personne, par exemple, ou bien une notification peut concerner une personne, ou bien une personne peut commenter, excusez-moi, un post. Eh bien, ces interactions que nous avons là, ce sont les arêtes.
c'est-à-dire les flèches qu'on voit ici entre les nœuds. D'accord? Donc, on voit ici une personne peut aimer un post, la même personne, donc cliquer sur une notification. Cette même personne-là aussi, on va dire, pourrait se connecter à un nœud gris ici, si elle est intéressée par un travail. Donc, supposons que cette personne-là, MB ici, qui est MB plutôt, postule à un travail. Donc, le fait qu'il postule à ce travail-là, il a créé une liaison entre lui et le poste en question. Ou bien cette même personne-là, on va dire, clique sur une notification. Donc, le fait qu'il clique sur cette notification-là, à chaque fois qu'on reçoit une notification sur notre téléphone et qu'on clique sur la notification, c'est comme si on faisait donc cette liaison-là, c'est-à-dire on crée cette arrêt-là entre nous et la notification. Ou bien une personne peut cliquer sur un post random ou aimer un post random. Donc, ce sont ces différentes interactions-là qui font que ce n'est pas un graphe qui est homogène. Un graphe homogène serait que les nœuds là soient du même type, d'accord, et que les arêtes soient du même type. Sauf que ici, on n'a pas ce cas-là. Ici, on a vraiment un graphe où les nœuds ne sont pas du même type et les arêtes aussi ne sont pas du même type parce que les arêtes peuvent être des clics, ça peut être un commentaire, ça peut être un like, ça peut être autre chose. Donc, c'est ce qu'ils ont essayé de dire ici, ce qu'ils ont essayé d'expliquer dans cette partie 3.1 de graphe construction-là, pour dire que ce graphe sur lequel ils construisent leur modèle-là, c'est un graphe qui est hétérogène. Donc, c'est ce qu'ils ont essayé d'expliquer ici. To densify the graph, you combine subgraph. Donc, ça, c'est pour rendre le graphe un peu plus dense, c'est-à-dire pour que quand on va faire la représentation du graphe, qu'il n'y ait pas beaucoup de zéros, parce qu'une absence d'interaction dans un graphe, c'est considéré comme un zéro, et une présence d'interaction, c'est considéré comme un 1. Donc, pour éviter les zéros, ils ont combiné plusieurs sous-graphes. Un sous-graphe, c'est juste un sous-domaine d'un graphe. Par exemple, on peut dire que les postes que nous faisons, les différents postes constituent un graphe. Donc un graphe dans un graphe. Donc, un graphe dans un graphe, c'est tout simplement un sous-graphe. Donc, ce qu'ils ont dit ici, ils ont combiné des sous-graphes, c'est-à-dire qu'ils ont combiné des graphes de type poste, combiné aussi des graphes de type job, ou bien des graphes de type personne. Tout ça dans un même graphe. C'est ce qui fait que le graphe est hétérogène, parce qu'il est composé de plusieurs graphes homogènes. Donc, c'est ce qu'ils ont expliqué ici. Ce que je disais tout à l'heure, the affinity edges, capture historical engagement et tout ça. D'accord? Donc, ici, c'est un peu... Oui? Tu peux continuer, Monzo. Ok. Ce que j'ai oublié aussi de dire, c'est que si vous avez une question, vous pouvez ne pas attendre la fin, vous pouvez juste poser votre question après. Si je termine la présentation, peut-être on y reviendra. Donc, cette partie 3.2-là, c'est la partie qui est un peu consacrée à l'infrastructure. Parce que quand on parle de modèle de machine learning, c'est parce qu'il y a des machines qui sont prêtes à être utilisées pour qu'on puisse runner nos modèles. Donc, ces machines-là, plus elles sont puissantes, plus on a une possibilité de runner beaucoup plus nos machines et plus on a la possibilité d'avoir des résultats. Donc ici, je ne vais pas venir dans les détails de cette partie-là parce que c'est pas le sujet, mais c'est juste pour vous montrer que ici, cette partie concerne l'ensemble des infrastructures, en tout cas physiques, l'ensemble des machines qui ont été utilisées dans ce modèle-là. Et on note d'ailleurs qu'ils ont utilisé en quelque sorte l'architecture qu'utilise Microsoft, c'est-à-dire le Microsoft DeepGNN, qui est un framework qui est utilisé dans l'industrie de Microsoft pour concevoir leur architecture graph. Et c'est une architecture qui est adaptée au real time, c'est-à-dire des données qui sont exploitées en temps réel.
Et c'est vrai que LinkedIn, il n'avait pas une architecture qui leur permettait de donner des modèles aussi puissants en temps réel. Donc, c'est pourquoi ils ont utilisé l'architecture de Microsoft, qui est un framework, pour pouvoir donc faire ces calculs-là en temps réel et disposer des prédictions en temps réel. Donc, c'est un peu ça qu'ils ont expliqué dans cette partie-là. Et ensuite, ici, nous avons la partie 3.3 qui nous explique vraiment l'architecture sur laquelle ils se sont basés pour concevoir ce modèle-là. Donc, comme ils le disent ici, l'architecture des GNN, c'est un peu complexe à mettre en place. C'est pourquoi ils ont préféré adopter une architecture comme l'architecture des transformers, qui est une architecture qui a assez bien marché, je pense, qui est une architecture qui se base sur les encodeurs et les décodeurs. Donc, les encodeurs et les décodeurs, ce sont tout simplement, on a à la base un graphe, ici, sur ce schéma-là. On a des inputs comme le graphe, c'est-à-dire notre graphe hétérogène. On le passe à l'engin, c'est-à-dire l'engin, c'est le moteur, c'est le DeepGNN là qui est la première couche. Donc, on le passe à ce moteur-là. Et cet engin-là va réaliser ce qu'on appelle l'encodage, c'est-à-dire l'encodeur. L'encodeur, c'est tout simplement prendre ces données-là et pouvoir les représenter sous forme de chiffres. Sous forme de chiffres qui sont numériquement calculables, parce que la machine ne comprend pas du texte. La machine, ce qu'elle comprend, ce sont des 0 et des 1. Donc, cet encodage-là, il va un peu faire la représentation de ce graphe-là sous format numérique pour que le modèle puisse comprendre en quelque sorte que quel graphe-là a été représenté de cette façon-là. Et donc, avec cette représentation, il va pouvoir faire l'apprentissage. Donc, c'est un peu ce que ça explique ici. Et on nous dit ici que l'encodeur est composé d'une architecture qui est équivalente à l'architecture de graph 16. Graph 16, c'est un peu un framework qui est utilisé dans le domaine des GNN. D'accord, pour pouvoir un peu faire l'encodage, ou bien on va faire la représentation des GNN qui sont dans un très grand espace comme ce que nous avons ici. Donc, dans le cadre d'un graphe qui est large, on peut utiliser graph 16 qui est le framework qui est adapté pour faire l'encoding, faire l'embedding du graphe. Donc, une fois que ce graphe-là il a été encodé, il y a un décodeur qui va permettre donc en quelque sorte de faire la prédiction. Parce qu'une fois qu'on a fait la représentation de notre graphe, il va y avoir un décodeur ici qui va pouvoir dire que telle valeur numérique représente en quelque sorte, voilà sa représentation en termes de prédiction. Donc, c'est ce que cette figure-là a essayé un peu de schématiser ici. On a ici à la base un input graph, et on a un encodeur, et ici on a à la fin un décodeur qui va faire la prédiction. Donc, tout ce qui a été utilisé en termes d'encodage et de décodage ici a été détaillé dans cette partie-là. Ensuite, ils ont un peu parlé d'une petite innovation qu'ils ont apportée par rapport à ce qui se faisait avant, c'est-à-dire cette notion de temporal graph-là. Cette notion de temporal graph-là, c'est, comme je le disais tout à l'heure ici, la notion de temps, c'est quelque chose qui est important dans LinkedIn. Et donc, pour prendre en compte cette notion de temps-là, c'est vrai que les architectures traditionnelles de GNN, les architectures de graphes traditionnelles, ce sont des architectures statiques, c'est ce qu'ils ont précisé ici. Et ils ont précisé aussi que LinkedIn, c'est un réseau professionnel qui est en perpétuel mouvement, donc qui est très sensitif, qui est très sensible au temps. Ça évolue en fonction du temps. Sauf que
Le problème qui se pose, c'est que si on essaie d'implémenter une architecture de CNN qui est traditionnelle dans un contexte qui est favorable au changement du temps, ça va être un peu compliqué de pouvoir prendre en compte les dernières mises à jour. Donc, pour pallier à ça, ils ont utilisé cette notion de temporal graph-là, qui n'est rien d'autre que des techniques de sampling, c'est-à-dire des techniques d'échantillonnage, c'est-à-dire d'échantillonnage du graphe. Comment est-ce qu'ils vont échantillonner le graphe de telle sorte que le graphe, au fil du temps, il va pouvoir s'adapter et ne pas modifier la structure originelle afin de réaliser les mêmes prédictions ou bien de garder la même performance en termes de prédiction. Donc ça, c'est une innovation qui n'a pas été utilisée avant, cette notion de temporal graph là. Et donc ici, dans cette partie-là, c'est un peu la technique qu'ils ont utilisée, qu'ils ont expliquée ici. Comme je le disais, c'est une technique de sampling, d'échantillonnage du graphe, qui en quelque sorte modifie un peu les techniques traditionnelles qu'on utilise lorsqu'on fait un sampling d'un graphe. Tout ceci, c'est pour prendre en compte la notion de temps, parce que comme je l'ai dit, LinkedIn, c'est en perpétuelle évolution. Donc, pour prendre en compte cela, ils ont utilisé cette notion de temporal graph-là. Il y a aussi une technique de graph densification qu'ils ont utilisée. Cette technique-là, c'est juste pour répondre, comme je le disais tout à l'heure, aux personnes qui ne sont pas très actives dans les réseaux. J'ai dit que il faut quand on interagit avec la plateforme, c'est-à-dire quand on commente ou bien on fait des posts ou encore on clique à des notifications, on est en train nous-mêmes de générer du contenu. Donc c'est en fonction de ce contenu-là que LinkedIn émet des recommandations pour nous. Sauf qu'il se trouve que c'est pas tout le monde qui est actif sur LinkedIn. C'est pas quelqu'un qui il y a des personnes qui ne se connectent pas tous les jours sur LinkedIn et donc ils génèrent moins de données. Donc comment est-ce que ces personnes-là, on peut faire des recommandations qui sont précises pour ces personnes-là, sachant qu'ils ne génèrent pas beaucoup de données? C'est expliqué dans cette partie-là. C'est-à-dire que ils ont utilisé un peu ce que fait la notion les transformers, parce que les transformers, ce qu'ils font, ils utilisent le mécanisme de l'attention, c'est-à-dire que quand on a une phrase, par exemple, je vais au marché, donc ils vont essayer de créer une interaction, on va dire, entre les mots qui fait que si on dit je vais au, l'algorithme peut savoir que c'est au marché parce qu'il y a cette notion d'interaction, cette notion d'attention-là qui a été mis en valeur. C'est la même, je dirais pas que c'est la même chose qui a été utilisée ici, mais le concept c'est le même. C'est-à-dire, si on voit ici la figure qui est là, les blocs qui sont en jaune, ce sont les blocs de l'algorithme de Sage encodeur. Sage encodeur, c'est un algorithme de graphe qui s'inspire de transformers pour appliquer le mécanisme d'attention sur des données séquentielles. Donc, comme les transformers ils sont très forts sur des données qui sont séquentielles, eh bien, Sage encodeur, c'est basé sur la même méthode pour donc traiter les données qui sont séquentielles et donc garder cette notion de localité-là, cette notion d'attention-là, pour pouvoir maintenir le sens ou bien en quelque sorte le contexte du graphe. Donc c'est ce qu'ils ont expliqué dans cette partie-là qui est graph densification là. Donc graph densification, comme je l'ai dit, c'est pour en quelque sorte indiquer un peu ces personnes-là qui ne se connectent pas tout le temps, mais qui peut-être ont besoin d'avoir des recommandations précises. Et donc, ce graph densification-là permet en quelque sorte de pouvoir sampler le graphe de telle sorte que même si la personne ne se connecte pas de façon fréquente, elle peut avoir des recommandations qui sont précises. Parce qu'on élargit tout simplement, on va dire, la notion de multi-hop sampling, c'est-à-dire, si je reviens ici, notion de multi-hop, attention, c'est multi-hop sampling, c'est au lieu de prendre le voisinage de ce graphe, si je prends ce graphe M2 là, son voisinage direct
on va dire c'est N2 et P1. Donc, on va étendre ce sampling-là pour prendre en compte les autres graphes qui sont autour. Parce que si on augmente l'espace de sampling, on augmente en même temps le nombre d'informations qu'on a sur l'utilisateur ou bien qu'on a sur la notification. Donc, c'est cette technique-là qui est utilisée dans cette partie de graph, de graph identification là. Et ici, on a l'algorithme qu'ils ont utilisé pour donc mettre. C'est vrai que ce papier, il est quand même assez riche et on va dire, on ne peut pas vraiment tout résumer en une heure de temps, c'est impossible. Mais on va juste ressortir les grandes lignes pour pouvoir permettre aux personnes de comprendre l'idée générale du papier. Donc ici, on a la partie 3.6 qui est la partie multi-hop graph sampling, c'est-à-dire ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire la notion d'élargir le sampling, parce que dès qu'on parle de JNN, on parle de K-hop sampling, c'est-à-dire K étant le nombre de voisins. Donc, quand on dit K2-hop sampling, ce sont les deux plus proches voisins. Donc, si on dit 3-hop sampling, ce sont les trois plus proches voisins. Maintenant, quand on dit multi-hop sampling, ça peut se comprendre parce que ça prend en compte plusieurs nœuds autour. Donc, quelqu'un qui avait besoin de... Parce que si j'illustre un peu l'exemple en termes de relations humaines, je dirais que les K-hop sampling, ce sont les voisins. Quand on a une maison, les deux premiers voisins, ce sont... Quand on a un danger ou bien quelque chose qui se passe dans la maison, ce sont les deux plus proches voisins qui sont au courant. Donc, imaginez que y a une personne, elle a sa maison, elle n'interagit avec personne, ou bien elle n'est pas entourée de beaucoup de personnes. Cette personne-là, ça va être difficile de communiquer avec elle, ou bien ça va être difficile de comprendre comment elle vit, parce que déjà, elle n'interagit pas avec beaucoup de personnes, et aussi, il n'y a pas beaucoup de maisons qui sont autour. Donc, cette technique de K-hop, de multi-hop sampling, c'est vraiment pour élargir la notion de voisinage. Donc, au lieu de se limiter à 2 ou 3 voisins, on peut aller même consulter le 4e et le 5e voisin parce que tout simplement, il n'y a pas assez de voisinage autour de la maison. Donc, on peut élargir le voisinage et aller dans 3 ou 4 maisons plus loin. C'est la même chose que les utilisateurs de LinkedIn que je disais tout à l'heure, qui ne se connectent pas tout le temps. Donc, quelqu'un qui ne se connecte pas tout le temps, il génère moins de données et c'est un peu difficile de faire des recommandations pour lui. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on élargit en quelque sorte le sampling autour de cette personne-là, peut-être remonter sur des posts ou bien des posts qu'il avait fait ou bien des posts qu'il avait likés pendant des mois ou bien des semaines en arrière pour pouvoir vraiment comprendre qu'est-ce que cette personne-là, quand elle entre sur LinkedIn, qu'est-ce qu'elle veut faire pour pouvoir lui proposer une recommandation qui est adaptée. Donc ici, cette partie 4-là, ça concerne un peu le training toujours, parce que comme je vous l'ai dit, là, le plus important, c'est le training, c'est comment ils ont entraîné leur modèle. Et donc ici, on a le deuxième algorithme qui concerne donc l'adaptative neighbor sampling, qui est aussi une technique de sampling qui est différente, bon, pas tellement différente, mais qui est un peu différente de multi-hop sampling, mais toujours on reste dans la même logique. Hein. On reste dans la même logique de pouvoir donc faire en quelque sorte de pouvoir faire un sampling par neighbor, c'est-à-dire le plus proche voisin. Quand on fait une échantillonnage, on essaie de garder les graphes qui sont proches entre eux dans le même espace. C'est-à-dire quand on va échantillonner ou bien quand on va couper le graphe, on va essayer de garder les nœuds qui sont les plus proches. Ici aussi, c'est pareil, c'est un autre algorithme
qui parle un peu de la notion de grouping et de slicing, c'est-à-dire ce que j'expliquais tout à l'heure, comment est-ce qu'on va grouper les nœuds et comment est-ce qu'on va faire le slicing, c'est-à-dire comment on va passer d'un groupe à un autre. Bon, ici aussi, c'est pas une partie qui nous concerne parce que ça parle de la stabilité, la notion de stabilité dans l'entraînement, comment est-ce qu'ils ont fait pour garder le modèle stable en utilisant des infrastructures comme des infrastructures de big data comme le HDFS et des infrastructures comme le HDFS et des infrastructures comme le JRPC qui est un peu plus compliqué, que je ne vais pas expliquer ici. D'accord? Je ne vais pas expliquer ici parce que ce n'est pas en quelque sorte le but du, du talk. Mais retenez que tout ce qu'on a expliqué ici, c'est lié à quelque sorte à l'infrastructure qui a permis donc de mettre en place ce modèle-là. Parce qu'on parle de NVIDIA, on parle des différents GPU, de la caractéristique des GPU qui ont été mis en place. Donc tout ça, que ce soit les training speed, tout ça, ça parle c'est en termes d'infrastructure. Donc, on va arriver à la sixième partie, je pense que c'est la sixième et la dernière partie qui explique un peu les résultats qui ont été obtenus en utilisant donc toutes ces différentes techniques-là. Les résultats, bon, ils les ont divisés en différents durées, l'efficacité de ce modèle-là sur une seule partie, parce qu'un modèle aussi important ne peut pas se mesurer sur une partie. Ils ont utilisé différentes sections plutôt, et ils ont essayé de voir en quelque sorte dans chaque section qu'ils ont mentionné ici, quelle a été l'amélioration qui a été faite par le modèle. Donc, la première section concerne les experiments in follow fit. Donc, les experiments in follow fit, ce sont un peu le contenu qui est proposé à l'utilisateur, c'est-à-dire les contenus, les posts que nous voyons si on navigue sur LinkedIn, qui est différent des notifications que nous recevons. Ici, c'est juste, on va dire, c'est l'interface principale de LinkedIn. Quand nous entrons sur LinkedIn, l'actualité, en quelque sorte, les informations, ou bien les posts que nous recevons. Et ils ont montré que, en quelque sorte, il y a une amélioration des posts, c'est-à-dire plus on utilisait ce modèle-là et plus on a des recommandations d'articles qui sont beaucoup plus pertinentes par rapport à notre profil. Si je prends quelqu'un qui a un profil de data engineer, eh bien, avec ce modèle-là, il aura beaucoup plus de posts qui parlent de data engineering sur son fil d'actualité. C'est un peu ce qui explique cette partie-là qui est l'expériment in follow feed. Et aussi, il aura des suggestions de personnes à suivre qui sont beaucoup plus liées à sa compétence qu'autre chose. Parce que si supposons qu'on est un ingénieur en machine learning, donc un machine learning ingénieur, on aimerait être beaucoup plus suivi par quelqu'un qui est expert dans notre domaine, parce que c'est peut-être un research scientist ou bien peut-être un MLOps engineer, que être suivi par quelqu'un qui s'occupe de la, comment dire, du DRH ou bien de la relation client d'une entreprise. Parce que c'est plus pertinent pour nous d'être suivi par quelqu'un qui est spécialiste dans notre domaine-là. Et donc, ce modèle-là améliore, donc, on va dire, la recommandation des profils que nous suivons. D'accord? Avec ce modèle-là, les recommandations des profils sont beaucoup plus en adéquation, je dirais, avec ce que nous faisons comme métier, ou bien ce que nous avons montré sur LinkedIn que nous faisons comme interaction, ou bien comme live. Le deuxième point, c'est l'experiment in out of network fit. C'est en quelque sorte ce que je disais tout à l'heure. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé à ce moment.
Donc, je disais que l'expériment in-out of network, c'est la recommandation que nous avons, oui, comme je le disais, c'est la recommandation de contenu. La recommandation de contenu que nous avons comment dire, dans notre feed, c'est-à-dire dans notre fil d'actualité de LinkedIn. Donc ici, ce sont un peu des valeurs qui expliquent en termes d'amélioration, comment est-ce que ce modèle-là, en utilisant différentes techniques ou bien différentes expérimentations, si par exemple on voit ici, ils ont utilisé comme baseline le 6 avec 20 neighbors, c'est-à-dire un nombre de voisinages qui est égal à 20, et ils ont utilisé un mean aggregator, c'est-à-dire une agrégation par la moyenne des différents means. Parce que si vous avez suivi, je ne suis pas sûr, mais l'année dernière, j'ai fait une présentation de papier où j'expliquais un peu en quelque sorte comment est-ce qu'on pouvait faire l'agrégation entre les nœuds avec la notion de message passing. Vous avez expliqué là-bas, la vidéo elle est disponible sur la chaîne YouTube de Galsen AI. J'avais expliqué comment est-ce qu'on faisait l'agrégation. Donc, j'avais dit qu'il y a différents types d'agrégation. Il y a l'agrégation par la moyenne, il y a l'agrégation on va dire, par le maximum, et il y a une autre agrégation. Ici, c'est une des agrégations qui a été utilisée ici. C'est l'agrégation par la moyenne. D'accord. Donc, quand ils ont essayé, donc, comme baseline, cette partie-là, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis de résultat ici. Peut-être qu'ils n'ont pas eu une amélioration. Mais quand ils ont utilisé le 16 avec 200 voisins, c'est-à-dire 209 voisins, ils ont eu une augmentation de plus 3,2%, et ainsi de suite. Ici, ce sont les différentes expérimentations qui ont été faites. Pourquoi on a expérimenté et les différentes améliorations par rapport à ce qui se faisait avant. Donc, le troisième élément, on va dire la troisième quelque chose métrique sur lequel on a jugé le modèle, c'est l'expérimentation sur les recommandations sur les postes de travail, sur les emplois. Parce que toute personne qui est sur LinkedIn, si elle souscrit à une notification d'emploi, elle a sûrement reçu des offres d'emploi qui correspondent à son secteur. Et on a souvent, peut-être beaucoup de personnes ont fait la remarque que plus ils utilisaient le réseau, plus ils avaient des recommandations d'emploi qui collaient à leurs compétences et à leur profil. C'est un peu grâce à ce modèle-là. Parce que c'est ce modèle qui est derrière tout ça. Ce modèle te permet d'augmenter en quelque sorte la précision de la recommandation en termes d'emploi. Et ici, nous avons un peu les résultats qui ont été obtenus. Nous avons des améliorations, par exemple ici, nous avons le renewal rate, ce sont des métriques qui ont été utilisées. Par exemple, si on voit ici la métrique AUC qui est généralement utilisée dans les modèles de machine learning. AUC, c'est Area under the curve, c'est-à-dire la courbe ROC. L'air qui se trouve derrière sous la courbe ROC, c'est ça qui représente le AUC. Et ici, quand on a fait, donc, quand on a mesuré ce modèle-là en termes d'AUC, on a une amélioration de 1,1%. Ce n'est pas la précision, mais c'est l'amélioration. C'est un peu différent de la précision. Ici, quand on voit cette métrique de renewal rate là, on a une amélioration de 0,3%, et ainsi de suite. Et ici, quand on a un company flow, on a une amélioration de 1,8%. Et c'est les mêmes métriques qui continuent jusque-là, c'est-à-dire experiment in people recommendation, comme je le disais tout à l'heure, la recommandation des personnes à suivre. Ici, c'est experiment in ads, c'est-à-dire la recommandation sur les publicités et autres. Bon, je pense qu'on est arrivé au bout de ce papier-là. C'est un papier qui est assez petit en termes de volume et de pages, mais qui recolle des informations, plein d'informations. Comme je l'ai dit, on ne peut pas étaler tout le temps, tout ce qu'on a appris ou bien tout ce qui se trouve dans le papier en une heure, c'est impossible.
Mais retenez qu'en grande ligne, s'il y avait à retenir, c'est que LinkedIn utilise un graphe pour pouvoir améliorer l'expérience d'utilisateur. Et donc, ce graphe-là, c'est un graphe qui est hétérogène. D'accord? Donc, c'est un graphe qui est hétérogène et on utilise des techniques de graph machine learning comme des modèles de GNN pour pouvoir donc améliorer l'expérience d'utilisateur sur différents aspects ou bien sur différents services de LinkedIn, que ce soit la recommandation de travail, la recommandation de réseautage ou bien la recommandation de poste. C'est ça, pour moi, si ça qui a à retenir, ce sont ces différents points-là. Peut-être les pistes d'amélioration, s'il y en a, bien sûr qu'il y en a, c'est au niveau des architectures de GNN. Cette architecture qu'on a ici, il y a des, comment dire, il y a des moyens de l'améliorer. Bien sûr qu'il y en a des moyens de l'améliorer parce que ici, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce sont des données qui sont de type texte. Peut-être une amélioration serait d'intégrer des types multimodales, c'est-à-dire des images et des vidéos, des textes, c'est-à-dire de donner de différents types. Et en termes d'amélioration aussi, on peut voir en termes de recommandation comment rendre la recommandation plus personnalisée. Tout ça, ce sont des améliorations qui sont possibles, mais qui n'ont pas été mises dans ce papier-là, mais ce sont des pistes d'amélioration tout de même. Donc, c'est ça, voilà, c'était ça en quelque sorte ce papier-là. Si vous avez des questions ou bien vous avez des suggestions, vous pouvez activer votre micro ou bien poser votre question sur le chat. J'espère que j'étais assez clair dans les explications. Merci beaucoup, Mansour. Merci, c'était très clair. Donc, s'il y a des questions, allez-y. Sinon, moi, j'en poserai quelques-unes. Oui, Abba. Merci beaucoup à Ismaël et à Mansour. Merci à Mansour pour l'explication. C'est vraiment très clair. J'espère juste que ton rhume là n'est pas contagieux. En ce qui concerne la présentation, franchement, j'ai trouvé le papier très intéressant. Moi, ma question est plus par rapport à la construction du graphe. Et si Ismaël me permet, j'aimerais faire un peu de contextualisation pour pouvoir poser ma question et voir où est-ce que Mansour pourrait m'aider là-dessus. Maintenant, du coup, au fait, là, je travaille un peu sur la mobilité et jusqu'à il y a un mois, voilà, sur la prédiction des trajectoires. Et l'utilisation des graphes était à un moment donné une solution qui n'était pas du tout négligeable. Et d'ailleurs, je t'en ai parlé juste une, deux, trois fois avant de commencer à lire les papiers. Maintenant, là, en fait, j'ai lu quelques papiers qui parlaient des GNN, notamment sur les HGNN, Hierarchical Graph Neural Networks et Attentional Graph Network, notamment appelé STAR. Maintenant, du coup, le problème avec les graphes là-dessus, c'est la prédiction d'un nœud qui n'existait pas. Par exemple, si lors de la construction, on se dit que chaque nœud est une localisation, le fait de pouvoir prédire un nœud, de se dire que la personne doit aller dans cet endroit, c'est vraiment quelque chose de problématique. Et les graphes que j'ai pu voir n'ont pas pu résoudre ce problème-là. Maintenant, si je ramène ce problème ici, par exemple, par rapport à LinkedIn, genre, c'est pas la même chose parce qu'on ne peut pas dire qu'on va notifier à une personne qui n'est pas encore inscrite. Ça, c'est impossible. Maintenant, ma question va se ramener au fait d'ajouter un nouveau utilisateur qui n'a pas encore fait de poste, qui n'a encore rien fait. Comment on l'ajoute dans ce graphe-là lors de la construction? Parce que si l'utilisateur a déjà fait un poste ou bien l'utilisateur a déjà... Là, je vois un peu, mais le graphe existe déjà, il y a des personnes, il y a tout. Une personne vient de créer son compte, il n'a encore rien fait. Comment on ajoute cette personne dans ce graphe-là? Voilà, c'était ça ma question. Et désolé pour le temps. Ok, c'est une très bonne question, je pense. Je pense que de façon basique, là, quand on vient dans les réseaux sociaux, si on s'inscrit, c'est normal qu'au début, on n'ait pas beaucoup d'interactions parce que soit on n'a pas beaucoup de followers ou bien on n'a pas encore beaucoup de sujets à suivre. Donc, quand on voit ça de ce côté-là,
c'est un peu comme l'utilisateur que j'expliquais, c'est-à-dire l'utilisateur qui ne se connecte pas assez fréquemment sur LinkedIn. C'est-à-dire, au départ, il n'a pas beaucoup d'interactions. Et donc, ce qui serait le mieux adapté pour lui, c'est, comme je l'ai dit, cette technique de sampling-là qui constitue c'est quelque sorte à élargir l'espace d'embeddings, ou bien l'espace de sampling, de sorte à pouvoir vraiment capter le maximum de voisinage pour cet utilisateur-là. Supposons que dans ton cas, c'est un nouveau utilisateur qui vient de créer un compte LinkedIn. Eh bien, cet utilisateur-là, il n'a pas généré beaucoup de données. Donc, ça va être un peu compliqué de pouvoir vraiment